Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouvelle équipe gouvernementale en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a procédé ce jeudi à un remaniement ministériel qui a touché 13 portefeuilles. 350 enfants soldats libérés des groupes armés en Centrafrique. Une libération qui fait suite à un accord signé avec l'UNICEF. Et puis 18e édition du festival Niawa d'Essaouira au Maroc. Un événement qui regroupe des dizaines d'artistes africains et internationaux. Mais avant de développer ces titres, la nouvelle vient de tomber. Le président burundais Pierre Nkurunziza est arrivé à Bujumbura où il a été réintégré au palais présidentiel. Il devrait s'adresser à la nation dans quelques instants après l'échec du coup d'État. Un discours très attendu qui devrait donner le ton des prochains jours alors que la société civile a appelé à reprendre les manifestations. Remaniement ministériel en Algérie. L'annonce a été faite ce jeudi par décret présidentiel, mais aucune explication n'a été fournie. Au total, 13 portefeuilles sont concernés, dont ceux de l'intérieur, de l'énergie et des finances. Le point avec Iparat Ndiaye. Remaniement ministériel en Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a procédé ce jeudi 14 mai à un remaniement ministériel. On note le départ de plusieurs ministres, notamment celui de l'Intérieur, de l'Énergie ou encore des Finances. Au total, 13 ministères ont été concernés par ces changements. Habituellement, le président Bouteflika change le gouvernement pratiquement après une année ou 2 ans. Cela a été constaté largement depuis son arrivée au pouvoir en 1999. C'est le 13e gouvernement du président Bouteflika en presque 16 ans de règne. Disons que ce changement a été motivé par plusieurs choses. D'abord, le secteur de l'énergie a connu ces derniers temps une crise puisqu'il y a un effondrement des cours pétroliers et gaziers et le ministre de l'énergie sortant, qui s'appelle Youssef Essoui, a été un peu critiqué de n'avoir pas prévu cet effondrement sur les cours pétroliers, surtout que l'Algérie dépend en grande partie donc de l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole. Et deuxième chose pour le ministre de l'énergie, c'est la crise sur le gaz de schiste. Vous savez qu'il y a des protestations dans le sud algérien. La population refuse tout projet de gaz de schiste dans la région de Ain Salah notamment parce que ça touche donc à l'environnement et notamment à l'eau. Le ministre de l'Intérieur a également quitté le gouvernement pour des raisons personnelles. La ministre de la Culture, Nadia Labidi, n'a pas été reconduite dans ce nouveau gouvernement qui doit désormais s'attaquer au chômage qui frappe le pays. La priorité, c'est d'abord de s'attaquer à du chômage, parce qu'il y a une grande crise de chômage en Algérie. Il y a des protestations partout, des manifestations notamment dans le sud algérien. Deuxième chose, c'est de redresser la barre de l'économie. C'est une économie qui est presque en faillite en raison de l'effondrement des cours pétroliers. On n'a pas pu construire, le gouvernement actuel ou ceux qui l'ont précédé, construire une économie productive. L'Algérie produit 1,2 million de barils par jour. Les hydrocarbures contribuent pour 60% au budget de l'État algérien et rapportent plus de 95% de ses recettes extérieures. L'économie souffre de la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole. C'est pour eux la fin d'un long calvaire. Une semaine après la signature d'un accord avec l'UNICEF, les groupes armés ont tenu parole et ont libéré ce jeudi 14 mai plus de 350 enfants soldats en Centrafrique. Une libération qui est une première dans le pays. Aminata Diak. En Centrafrique, 357 enfants soldats, dont plusieurs âgés moins de 12 ans, ont été libérés ce jeudi 14 mai par des groupes armés. Une opération qui intervient après un accord avec l'UNICEF qui a réussi à faire signer aux 10 plus importants chefs de guerre du pays lors du forum sur la réconciliation nationale de Bangui, un document dans lequel ils s'engagent à démobiliser les enfants de leur rang. Après 2 ans d'intenses combats, la libération des enfants par ces groupes, le même jour, est un véritable pas vers la paix. Cet engagement marque une avancée majeure pour mieux protéger les enfants dans ce pays. La République centrafricaine est l'un des pays où la condition des enfants est la plus difficile et l'UNICEF se réjouit de pouvoir travailler avec les autorités pour aider à la réinsertion de ces enfants dans leur communauté. Pour Mohamed Moussa Dafan, signataire de l'accord de Bangui, il est maintenant temps de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie civile. Seulement, les défis restent considérables. Je pense que la libération des enfants soldats ou enfants assimilés aux groupes armés a été vraiment une nécessité. Et je pense que l'UNICEF a beaucoup aidé à sensibiliser
le processus, pendant le processus. Et aujourd'hui, nous savons que sur le terrain, il y a des enfants qui ont été assimilés à ces groupes armés, pas seulement en tant qu'enfants soldats, mais il y en a qui ont rejoint, ces enfants soldats ont rejoint les groupes armés parce qu'il y a leur grand frère, il y a leur père, leur oncle, tout ça qui sont dedans. Ou alors le groupe armé occupe un terrain et puis après les enfants sont... Il y en a qui sont recrutés par la force, surtout pour le cas de la LRA. Et donc aujourd'hui, c'est un défi en termes de réinsertion de ces enfants-là, la prise en charge scolaire et même sanitaire de ces enfants. Et voilà, ils sont habitués dans un contexte de guerre, de conflit. Et aujourd'hui, ils reviennent en ville et donc c'est vraiment difficile. Leur réinsertion, c'est un défi pour l'UNICEF, pour le gouvernement de transition et pour nous-mêmes, les responsables des groupes armés. La libération des enfants soldats en Centrafrique devrait s'accompagner de la mise en place de mécanismes de protection et de soutien pour leur permettre de reprendre une vie normale. Cependant, ces programmes de réinsertion auront un coût élevé au regard des fonds déjà limités actuellement disponibles pour répondre à l'urgence dans le pays. La raffinerie de Djermaya, à une 60aine de kilomètres au nord de la capitale tchadienne, au service de la population. Les retombées économiques et sociales de cette raffinerie sont en effet destinées à améliorer les conditions de vie des populations locales, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Birama Saonera. La raffinerie de Djermaya constitue un levier important pour la croissance de l'économie tchadienne. Elle a été mise en exploitation en 2011. Objectif, permettre au pays d'accéder à l'indépendance énergétique. La raffinerie de Djermaya est le fruit de la coopération entre le Tchad et la Chine. Aujourd'hui, elle contribue fortement à la résorption du chômage. Déjà en 2012, aujourd'hui de 75 ou 70 à 200 quelques, c'est en train de créer de l'emploi. Avant, il y avait peut-être 30 stations en Djamena. Non, même pas 30, une quinzaine en Djamena. Ça a développé un peu le réseau des opérateurs économiques locaux. La production de cette raffinerie est estimée à 20 000 barils par jour, ce qui permet de couvrir les besoins nationaux en carburant. La raffinerie de Djermaya fait aussi du pays un exportateur important de produits raffinés en Afrique centrale. La raffinerie de Djermaya est la plus moderne de l'Afrique centrale. Là, je vous dis ça, le rendement est de plus de 95%. C'est dire, et c'est doté de la toute dernière technologie, catalytic cracking. Le prix de l'essence en Djamena, c'est le plus bas de la sous-région. Il faut vous renseigner. 480 francs CFA, c'est le plus bas. On a aussi le jet le plus bas, 470, le jet A1 pour les avions. La raffinerie de Djermaya, située à 60 km de N'Djamena, la capitale, est détenue à 60% par la compagnie nationale pétrolière chinoise et à 40% par l'État tchadien. Aujourd'hui, selon le ministre tchadien du pétrole, les fonds alloués à la construction de la raffinerie ont été totalement remboursés. Culture à présent, la 18e édition du festival Nyawa d'Essaouira bat son plein au Maroc. Ce festival regroupe des artistes africains et du monde entier venus célébrer des rythmes traditionnels. Immersion avec nos envoyés spéciaux Hortense Assaga et El Adinjaï. Nous sommes ici à Essaouira où se déroule la 18e édition du Festival des musiques Gnawa. Un festival qui démarre par la parade derrière moi avec la trentaine de troupes de groupes de Malem qui vont performer ici tout au long de ce festival. Alors suivez-moi dans cette ambiance festive. On y va. Ces Malem-là, ils représentent la Gnaouite, c'est-à-dire les Gnawa en général, qui viennent de Guinée, Mali, c'est-à-dire le Grand Soudan. C'est terre culturelle qui a été parmi nous, c'est venu des relations Maroc-Europe-Afrique, Maroc-Afrique, ou bien Afrique-Afrique, et ils sont parmi nous, ça fait des années et des années. Cette musique-là représente l'histoire et la souffrance africaine, et c'est comme ça qu'on s'exprime ici dans ce festival. La musique Gnawa, c'est une musique traditionnelle, c'est le rythme, c'est la danse, on voit de tout genre de danse et c'est magnifique, on est là pour ça. On est au Maroc, donc nous sommes en Afrique et on est très content d'avoir de la musique africaine, purement de notre continent qui est célébrée ici, chaque année.
La parade qui inaugurait la 18e édition du Festival des musiques Gnawa à Essaouira vient de se terminer avec une parade qui a vu défiler les plus grands Malem, comme à mes côtés le Malem Bambara. Enchanté, Malem Abdembi El Gadari, Gnawa Bambara. Un des 30 Malem qui vont ici performer à Essaouira sur les scènes. Un festival qui place bien entendu les musiques Gnawa au cœur des scènes pour préserver aussi ses traditions séculaires. Le festival Gnawa se déroule ici à Essaouira durant 3 jours et 3 nuits de fêtes intenses. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.